Alors déjà, merci beaucoup de cet échange qui est riche et dense en point de vue très très différents. Je voudrais rebondir sur la porosité dont vous parliez, qu'on peut constater entre le design, les artistes et les artisans, qui est très très forte. Et aussi rebondir sur des choses que j'ai entendues, c'est-à-dire de stopper cette bataille qui me semble très vieille et inscrite aussi dans notre histoire française, qui est celle de l'intellectuel contre le technicien, qui est assez insupportable finalement, que ça soit dans l'école publique, privée, comme dans le monde de l'entreprise. J'ai l'habitude de parler pourtant, donc ça va, parce que moi aussi je suis professeur, mais contractuel. Je suis pas encore diplômée, je fais partie de cette race de professeurs, enseignants, qui a été longuement critiquée, et que je vais pas remettre en cause, parce que oui, il y a énormément de choses à dire. On y planche à cette refondation de l'école, à sa reconstruction, parce qu'on se rend compte aussi, pour parler des derniers événements, des types de personnages qu'on a pu engendrer. Et je pense qu'en tant qu'éducateur, on a tout à fait notre responsabilité dans ce qui s'est produit. Et que de cesser ces petites guéguerres entre le créateur et le praticien. Je suis désolée, je vais peut-être vous choquer, mais même l'intervention qu'il y a eu là par rapport à l'open source, que c'est pas les bons moyens, etc. Mais non, moi je suis plus à la pointe que toi. Je pense qu'en fait, et ça n'a pas été du tout dit, c'est peut-être le seul point qui n'a pas été dit, parce qu'il y en a eu beaucoup de soulevés. Pour moi, mon école idéale, elle dure un peu. Et elle ne s'adapte pas nécessairement en tout point et pour toute chose à la politique économique mise en place. C'est-à-dire que elle se tient informée des moyens technologiques pour être à la page. Elle se tient informée des nouveautés, des pensées émergentes de gens qui travaillent ensemble, mais pour l'humanité avec un H majuscule, je veux dire pas de distinction possible entre. C'est on bosse ensemble. École, effectivement ce que vous aviez dit tout à l'heure. École et entreprise ensemble. Et puis on se tient un petit peu au courant les uns les autres. Parce que c'est pas l'idée, les enseignants ils restent enseignants et puis les entreprises restent entreprises. Il se passe ce qui se passe ce soir. Et franchement, moi c'est ça qui me donne de l'optimisme, vraiment beaucoup. C'est le constat de voir ce qui a pu être échangé, et le sens, moi je le trouve ici vraiment fondamentalement. Et aussi pour revenir sur le coup du sens, une chose dont on n'a pas parlé, et c'est dommage parce qu'il est parti, c'est que je trouve que son modèle d'école est tout à fait efficace. Elle est très efficace dans le monde économique actuel, dans nos pensées actuelles, ça marche impec, on met tout le monde en concurrence. C'est la course à l'échalote, c'est lui qui aura le plus gros, excusez-moi, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu sauvage en fait, et oui, moi aussi je suis d'accord, assez dangereux je trouve. Si c'est pas calibré derrière par le sens, c'est aussi des histoires il me semble, c'est aussi un temps donné. Moi j'enseigne à des bacs professionnels, des CAP, c'est-à-dire ceux qu'on considère, ça fait un bail, hein, c'est depuis la naissance de l'école dans son histoire. Comme les pousse-cailloux, ceux qui sont trop cons pour penser, pour écrire. Alors c'est vrai, ils sont peut-être trop cons pour écrire, mais c'est pas un coup de blanco sur la copie qui risque, mais une main tranchée à la scie circulaire. C'est des gars d'atelier en fait, donc ils parlent pas très bien, mais ils ont de l'or au bout des doigts. Et ces gamins-là, ils sont révoltés, ils sentent pas à leur place dans notre système d'enseignement. Ils aimeraient qu'il y ait plus de passerelles, ils aimeraient qu'il y ait vraiment une coupure totale dans l'idée du diplôme, effectivement. Que le diplôme, on arrête un peu avec le diplôme et puis on passe à du faire. Et ils aimeraient aussi qu'on arrête de théoriser tout ça et qu'on essaye un peu, nous, en tant qu'adultes, de s'entendre un minimum pour leur offrir du travail. Deux questions. Elle a déjà le micro. Alors, je suis déjà équipée, excusez-moi. Bonsoir. Ouais. En fait, je souhaitais intervenir ce soir auprès de vous car je suis étudiante en DSA, design graphique multimédia. Donc ça m'a interpellée, mais je suis aussi là parce que Étienne Parizeau intervenait ce soir. Je trouve intéressant justement que cette équipe ait été rassemblée ce soir
parce que vous venez tous de sources différentes. Et en fait, pour moi, c'est ça l'école idéale, c'est de pouvoir mélanger tous les domaines, astrophysique, design, web design, enfin vraiment tout mélanger. Et c'est ce soir, en fait, je pense que j'ai beaucoup appris rien que ce soir, plutôt que si j'avais passé 2 mois de cours avec mes professeurs. Et non mais enfin, voilà, c'est-à-dire que nos professeurs se battent, nos professeurs se battent tous les jours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on sent un décalage entre eux et nous. Et malheureusement, pour certains, on essaye de réduire cet espace, mais c'est pas toujours évident. Ils sont aussi paumés que nous sur certains sujets. Et voilà, merci d'avoir fait ce colloque. Et j'aimerais qu'il y ait éventuellement une 2e, 3e, 4e édition. Mais cette fois-ci, parmi vous, des étudiants. Parce que c'est intéressant de voir nos remarques qui sont derrière vous, mais vous ne les voyez pas. Voilà, gardez cette idée de polyvalence. Je suis passée par multimédia aujourd'hui, mais hier j'étais en petit peu. Et avant-hier j'étais en design graphique, et aujourd'hui c'est mon bagage et je suis polyvalente. Et voilà, j'essaye de m'en sortir. Et comme vous disiez, c'est sur le terrain qu'on apprend. À l'école, on apprend beaucoup, mais c'est vraiment sur le terrain qu'on va se former. Et ça nous fait un peu peur. Justement, l'avènement de l'ère numérique a créé un décalage entre ce que le prof était capable d'évaluer techniquement sur les capacités d'un élève, et du coup s'est focalisé justement sur donner du sens, ce qui a amené sur la transformation de l'attente du design dans le monde professionnel. En fait, j'aimerais vraiment savoir par quoi va commencer cette mise à jour, si on peut parler en termes logiciels, de l'école. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je sors d'un master en stratégie du design. Aujourd'hui, il y a un manque de pertinence. Vous parliez tout à l'heure de l'arrivée en l'entreprise. Là, je sors de 6 mois de stage chez Orange. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur et je me lance tout seul. Dans les 2 cas, le designer a plein d'aptitudes, peut apporter plein de choses, mais on lui a pas donné... on ne lui donne pas véritablement un statut qui fait qu'il peut défendre sa profession. J'ai appris par le numérique de manière totalement empirique, sans cours, un peu dans la posture de l'école 42 en fait, mine de rien. C'est lui qui fait de la meilleure 3D, c'est lui qui fait le meilleur illustrateur. Alors on s'apprend les uns les autres, on apprend comme ça. On est un peu dans cette posture-là en tant que designer. Donc on expérimente ce processus-là, c'est très bien. Pour autant, aujourd'hui, la mise à jour de l'école en tant que telle, pas de l'élève, n'a pas été fait, et du coup on n'est pas capable d'avoir un vrai retour sur ce qu'on fait justement dans cet apprentissage un peu open source, un peu de collaboration. On n'a pas de retour pertinent de la part du corps enseignant, quoi. Alors j'ai pas très bien vu où était la question, mais on peut dire 3 choses. Madame a dit tout à l'heure penser éducation, pas penser formation, et décorréler l'école de l'économique et des entreprises. Alors ça peut paraître étonnant de dire ça, mais la réponse à votre question, à ce que vous disiez, madame, et surtout ce que vous disiez, c'est oui, il faut décorréler l'école dans l'entreprise, parce qu'il y a la formation qui est une chose, et il y a l'éducation qui en est une autre. Et toute la difficulté des écoles comme l'ENSI, c'est d'articuler du long terme. Quand on a fait l'atelier de design numérique il y a 18 ans, pas une personne en France comprenait de quoi on parlait. Si on ne l'avait pas fait, nos élèves, c'est le plein emploi, on en a 3 chez Apple, on en a 2 chez Google, on en a partout. Bon. Si on avait écouté les entreprises, ils ne savaient rien faire, ils ne savent pas faire le truc de l'époque, du flash, maintenant c'est du... Je veux dire, on n'y arrivait pas. Donc éducation plutôt que formation, premier truc. Deuxièmement, donc les écoles, il ne faut pas les prendre pour des débiles, il ne faut pas prendre les profs pour des débiles. La discussion, enfin dans certaines écoles, en tout cas celles que je connais, il y a des échanges. Vous pointez, et j'en termine le point sur un vrai problème qui est lié, et puisqu'on parle d'école, à l'impensé du design en France, au niveau du ministère de la Culture, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, etc. Et je faisais partie de la mission design, on a travaillé avec Alain Cadix, et puis il y a eu un changement de gouvernement, ils ont décidé de ne pas le prolonger. Il y a à peu près 7 façons de définir votre métier, notre métier en France. Les entreprises ont des grilles de salaire, elles veulent bien faire un effort pour mettre, elles sont prêtes, EDF, à mettre les designers auprès de niveau de rémunération d'un ingénieur débutant, mais elles nous disent, mais
comment on l'appelle, multimédia, ce qu'on faisait il y a 20 ans, excusez-moi, mais designer graphique, designer d'interaction, designer machin, designer truc. Moi, je veux des gens qui soient durables sur la durée. Donc, pour pas m'emmerder, je prends un ENARC ou un HEC. Ou je prends... donc, la dénomination des choses est liée à leur pensée, à la durabilité des formations, articulée avec de la professionnalisation, c'est l'enjeu des écoles. Et là, c'est un chantier de grands, de gens comme Alain Cadix dans la mission design, etc. Mais vous y êtes pour rien, donc vous pouvez le dire, vous avez bien fait de le dire, et j'ai pas la solution. Moi, je pense qu'il est absolument nécessaire que l'école soit confrontée à l'entreprise. Absolument nécessaire. D'ailleurs, dans notre école à nous, les intervenants sont des professionnels qui viennent, ce sont les designers, sont les responsables marketing, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui vont venir parler de leur métier, qui vont s'appuyer sur leur métier, sur leur pratique professionnelle pour participer à l'expérience pédagogique de l'école et en particulier dans la relation aux étudiants. Et ça me semble absolument nécessaire. De la même manière, il est absolument nécessaire que des projets soient fournis par les entreprises, et d'ailleurs, il y en a chez vous. Mais en même temps, il ne faudrait pas croire que l'entreprise c'est le diable, il faut absolument créer une sorte de cordon sanitaire entre l'école et l'entreprise. Moi je pense que c'est l'horreur absolue, d'une certaine manière, c'est ce dont souffre l'école en France de manière générale, puisque l'entreprise, c'est tous des salopards. C'est-à-dire que grosso modo, ils sont tous affiliés au MEDEF, nous quand ils sont tout petits, ils ne pensent qu'à faire de l'argent. Et l'argent c'est sale, tout le monde le sait. Hein. Donc il ne faut surtout pas que l'école soit connectée à l'entreprise. Nous on pense exactement le contraire. Et pourquoi ? Parce qu'il faut changer l'entreprise. Et donc pour changer l'entreprise, il faut juste la connaître, parce qu'il y a des portes, il faut y rentrer, il y a des règles du jeu. Et donc si on veut effectivement changer le monde, il faut entrer dans l'entreprise pour changer l'entreprise, et même pour prendre le pouvoir dans l'entreprise. Moi, on m'a planté effectivement sur le scénario comme étant effectivement l'expert de logiciel. Mon cursus, déjà je viens de la catégorie CAP, BEP, Bac Pro avant, compta, une erreur de parcours. Je foutais rien à l'école, je foutais rien en compta ou à l'école, c'était pareil. Bref, donc je me suis aperçu que par contre avec les stages, je me suis aperçu que c'est pas ça que je voulais faire. Et ensuite j'ai fait les beaux-arts. Alors les beaux-arts, à l'époque j'en suis ressorti, je me suis dit, mince, effectivement en art graphique, je me suis dit, merde, on n'a pas touché à l'ordinateur, on avait 2 ordinateurs, notre prof ne savait pas qu'il fallait avec le fichier express donner les images et les polices, pour ceux qui connaissent. Bref, on n'a rien appris, mais vraiment, quand je dis rien, j'ai rien appris en infographie là-bas. Et donc quand je suis arrivé sur le métier, bon c'est chez BDDP, etc., je suis arrivé, j'ai tout appris sur le tas, en fait, avec des collègues, avec des gens. Par contre, je me suis aperçu avec le recul que la formation que j'avais eue aux Beaux-Arts, mais la première année, on a un tronc commun, on a des techniciens, on a des profs, on a des cours théoriques qui nous remplissent la tête, on a des profs qui nous apprennent à voir le monde, qui nous apprennent juste à regarder. On a des profs qui nous apprennent à regarder juste par la réflexion, des profs qui nous apprennent à regarder, tiens, j'observe quelque chose que je veux dessiner, j'observe le résultat, je fais des différentiels, j'apprends à regarder en fait d'une certaine manière. J'ai fait de la sérigraphie manuelle, la litho. Après, quand on aborde l'offset, quand on aborde tout ça, c'est venu aussi. Donc ce qu'on m'a appris finalement, c'est un œil à regarder en fait le monde d'une certaine manière, qui fait qu'après, quand je suis passé à un outil numérique ou autre chose, c'était exactement le même principe. C'était juste, on m'a appris à apprendre en fait. Votre question pour moi, elle disait, mais moi je sors d'une école, j'ai un titre, un diplôme, etc. Et les gens comprennent pas ce que je fais. Voilà. Et comment je fais pour expliquer, etc. Alors en fait, j'ai passé beaucoup de temps. Alors, Baltex, c'est une agence de conseil, donc on a différents clients. Et en fait, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que nos clients savent pas ce qu'on fait. Ils savent pas qui fait quoi. Le web designer, le directeur artistique, l'ergonome. Et en fait, on s'en fout. Parce qu'il a une demande et un besoin. Donc le fait que vous soyez UX designer ou etc. Messieurs, je parle du milieu de l'entreprise. Hein. Lui, votre client, il a besoin de vous lui montrer que vous avez compris. Quelques remarques et une question. Quelques remarques. D'abord, si je regarde cette salle, il y a presque que des jeunes et quelques vieux quelques vieux après 40 ans. Et il y a... Non, de notre point de vue, vous êtes, il y en a autant. Hein. Mais moi, je suis dirigeant d'une entreprise. On parle beaucoup de l'école, l'éducation de 3, 4, 5 ans. Ce qui manque cruellement, c'est aussi une question pour vous, c'est la compréhension des dirigeants. Je parle des dirigeants de tout niveau, c'est ceux qui font c'est les donneurs d'ordre
Vous parlez aussi de le besoin. Le problème de beaucoup de dirigeants, ils ne savent pas exprimer un besoin. D'accord ? Maintenant, on le donne aux entreprises comme le vôtre, le consultant, etc. Donc moi, je pense que dans l'école idéale, il y a aussi une fonction d'éducation continue et surtout comment lier, pas opposer une école à une entreprise. Il faut complètement l'intégrer. L'intégration va des deux côtés. Et l'expérience des dirigeants qui donne aussi un sens et une vision où l'entreprise va et l'école peut s'adapter. Mais il y a un cruel manque, à mon sens, de l'éducation des managers et des dirigeants dans les entreprises, des nouvelles technologies, comment on peut les utiliser, la façon d'appréhender, la façon de penser. On parle beaucoup sur Facebook. Moi, je ne suis pas un adepte Facebook parce que je ne comprends pas. Ce n'est pas mon monde. Mais le monde... et l'autre chose, moi, je ne suis pas français, je suis hollandais. Je travaille beaucoup à l'international. On parle tout à l'heure, vous parlez, il faut prendre le temps, etc. Non, on n'a plus le temps. Moi, je travaille beaucoup avec l'Inde. D'accord ? Il y a 400 000 ingénieurs qui sortent des grandes écoles là-bas. En France, on n'a pas le temps. L'entreprise n'a pas le temps. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas des choses vite, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait. Et c'est comme ça marche. Donc c'est un monde qui bouge vite, qu'il faut s'adapter, apprendre à apprendre, comme vous l'avez dit. Mais c'est en continu. Et c'est aussi, justement, donc la question pour vous, école, est-ce que vous faites aussi des liens avec la formation pour les dirigeants, pour ceux qui, à la fin, décident des projets, etc. Voilà. Qui veut répondre ? On est en train de créer un master. Alors, petit 1, le design, c'est pas uniquement avec l'entreprise. Il y a la puissance publique, l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, voilà. Alors, on fait des formations, on crée un master avec l'ENA pour, disons, les politiques publiques et les rapports d'administration. On a un double diplôme donc on forme plutôt des cadres, là, c'est plutôt des cadres qui viennent se former. On a un double diplôme avec le SCP sur design et entrepreneuriat. Si les entreprises ne comprennent pas le design, il faut leur expliquer, elles ne vous prêtent pas monsieur au bon niveau, le designer devient entrepreneur, il crée sa boîte. C'est une grosse tendance aux États-Unis, ça explose en ce moment sur les levées de fonds sur Paris, il y a presque 10% des boîtes dont le fondateur, cofondateur est un entrepreneur, donc est un designer, ça change. Et puis il y a aussi des doubles diplômes avec l'école centrale pour faire des ingénieurs inventeurs visionnaires comme on en faisait un peu dans le temps. Et on a aussi des choses plus légères comme un master qui s'appelle Innovation by Design qui est réservé à des non-designers pour venir comprendre ce qu'on pourrait appeler les processus d'innovation non technologique. C'est-à-dire comment produire l'inconnu et le nouveau dans un monde qui change tout le temps avec ça a été évoqué, des méthodes plus empiriques, intuitives, c'est-à-dire celles du design. Moi, je voudrais bien compléter ce point, parce que c'est mon cas. Très souvent, mes clients sont des responsables, je pense au président de France Télévisions, par exemple, ou de chaînes publiques ou privées. Le design, c'est de la didactique. Quand vous êtes designer, vous devez être capable de dire voilà pourquoi c'est petit, voilà pourquoi c'est bleu, voilà pourquoi c'est en bas, voilà pourquoi cette typo est une linéale. Si vous avez construit intelligemment votre réponse en allant shipper des éléments qui sont bons dans le brief, et là on va toucher à un vrai problème. C'est que les briefs sont nullissimes. Les briefs sont nullissimes. Donc il faut en effet en général malheureusement ne pas en tenir compte, mais comme la personne en face est quelqu'un de pouvoir, est un président et qu'il a fait une grande école, il va falloir arriver à l'emmener dans le discours pour qu'il ait la sensation qu'il a eu l'idée à la fin et qu'il puisse porter le discours à son tour. Donc le problème du design, c'est que c'est très très vite des problèmes d'identité. C'est quand même dingue ce mot, l'identité graphique, les chartes graphiques, l'identité, vous voyez la notion qu'il y a derrière. Comment un type va vous laisser décider de son identité à sa place? C'est comme de refaire son costard. Je veux dire, il y a plein de fois, vous rentrez dans un bureau d'un président, je veux dire, ça va hyper vite. Vous regardez la déco,
ses chaussures, sa cravate, le mobilier, et puis ça y est, vous savez que vous allez partir de très très loin. Et pourtant, il va falloir l'emmener, parce que un bon client, c'est un client qu'on garde. C'est un client avec lequel on va avoir une relation pérenne, parce qu'à un moment, on va avoir le courage de lui dire « vous vous trompez, vous pouvez choisir ce truc plutôt que celui-là, mais on va vous emmener dans la réflexion. » Et je pense que quand je parlais tout à l'heure de dialogue, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est une relation de confiance. C'est une relation où il va vous admettre comme une sorte d'expert. Désolé, c'est joli. Mais il faut aussi que lui prenne son rôle de donneur d'ordre et qu'il s'engage dans le truc. Parce qu'un brief qui est nul, c'est un brief où on vous laisse tout seul répondre. Donc oui, il faut apprendre à expliquer, découper, articuler, convaincre. C'est évident. Un designer, c'est ça. Dans un pays où le design n'est pas partagé, et donc on est face à des ignorants, donc on peut essayer de rêver et se dire comment faire en sorte que dans ce pays, il n'y ait pas des ignorants qui dirigent les entreprises, des ignorants en design, hein, évidemment. Et donc, Jean-Louis a donné quelques éléments de réponse. Ce qui se passe dans les écoles de design, et d'une certaine manière dans d'autres écoles, puisqu'il y a les doubles diplômes, forcément, ça veut dire que d'autres écoles que les écoles de design sont impliquées. Et il y a un mouvement, parce qu'on peut être optimiste, il y a un mouvement dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce en France, qui commencent à intégrer le design dans leur cursus. Alors soit ils vont faire de la culturation au design, soit ils vont être dans du double diplôme, soit ils vont être aussi dans des modalités pédagogiques très très intéressantes qui s'appellent les projets collaboratifs, où là on va réunir sur des 6-7 mois 60 étudiants, 100 étudiants qui vont être issus de trois écoles différentes, ingénieurs, design, école de commerce, et qui vont travailler collectivement sur la résolution d'un problème dans son intégralité. L'ESSEC, Centrale et Strat, d'ailleurs, font ça. Ça fait 10 ans que ça dure, les projets collaboratifs. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que ceux qui vont se trouver en position de pouvoir, j'adorerais que ce soit les designers. Ça ne va pas être le cas tout de suite, d'accord? Donc ça va être ceux qui sortent d'école d'ingénieurs et ceux qui sortent d'école de commerce. Le fait de les avoir confrontés au design, et en particulier, et plus que ça, à des designers, parce que c'est pas la même chose, hein, c'est-à-dire d'être confronté à la manière de travailler d'un designer, de se coltiner un designer, de fighter avec un designer, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'à terme, ces gens-là, quand ils seront en position de pouvoir, ils auront mesuré, dans leur pratique, dans le projet, comment ça changeait tout de travailler avec un designer. Parce que ça change tout. C'est-à-dire qu'à la fin, on voit bien, objectivement, on peut être optimiste en France en considérant qu'effectivement, on va pouvoir former des futurs dirigeants, des designers de préférence, mais ça ne sera pas le cas, à la culture du design. Je pense qu'on a tous appris quelque chose ce soir, oui, au moins essayé. Vous êtes tous des gens extrêmement brillants et novateurs. Vous avez des écoles extrêmement rares, mais très, très performantes. Et la question que je vais vous poser se rapporte au rêve de Jean-Louis, qui disait: est-ce que l'enseignement personnalisé de qualité est scalable? Est-ce qu'on peut le mettre à l'échelle de tout le monde? La question que je vais vous poser ce soir, c'est vous qui êtes novateur, quel méthode vous donneriez aux enseignants qui sont certainement ici à nous regarder, à nous écouter, quelle méthode vous donneriez à ces enseignants pour rénover leur enseignement et pouvoir leur donner le meilleur au plus grand nombre? Comme je suis complètement extérieur à l'enseignement du design, je me permets de répondre que, en ce qui me concerne, c'est probablement impossible. Je pense que c'est totalement impossible de viser quelque chose de qualité pour le grand nombre. J'en suis triste, bien évidemment. Et en fait, ça me permet de dire une chose que je voulais dire un petit peu avant sur l'école idéale. Il y a une chose qu'on n'a pas du tout abordée. On a parlé un tout petit peu du recrutement des étudiants, pas du recrutement des profs. Et ça, à mon avis, c'est juste capital. Si on veut une bonne école qui fonctionne, il faut des profs qui aient ça dans le sang, qui aient la foi, et c'est pour ça que c'est pas scalable. Parce que, bon, d'abord, tout le monde n'est pas forcément réceptif, ce qui est un vrai problème, mais il n'y a pas assez de gens pour transmettre. Bon, écoutez, je crois que ça va être le mot de la fin. Merci à tous, en tout cas, pour cette très très belle table ronde. Et puis merci à vous aussi. Et merci pour votre courage aussi d'être resté aussi tard. Merci à vous, Denis.